Bonjour Arnaud. Bonjour messieurs. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce moment merci à vous. sympathique. On va pouvoir parler de plein de choses à propos du football. Ouais. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui on sait que vous êtes directeur général à Lens. Vous faites un travail excellent, mais on a envie de vous demander quel a été votre parcours pour arriver à engranger autant d'expérience pour faire ce travail performant du côté du Racing. Vous avez le temps là parce que j'ai 70 ans. Oui, On va faire ça de manière synthétique. Non, synthétique. D'abord des hautes études. Enfin d'abord du foot dans la région. Après des hautes études. Après un cabinet américain relativement classique qui vient vous chercher quand vous êtes dans les grandes écoles. Et puis très vite une volonté de bosser dans le sport. Et parti dans le rugby au Stade Français. De 99 à 2007, des belles années. Génial. Ouais, top. C'était des belles années pour le Stade Français, il me semble. Ouais. Des En fait, années. de partout où vous êtes, ça se passe bien. Ah, je sais pas ça. Et c'est l'histoire qui le dira. Et après parti, pour être synthétique, à la Ligue nationale de rugby pendant 7-8 ans. Et puis 17 ans dans le rugby, ça faisait, et j'en avais un peu, enfin j'avais l'impression de plus contribuer à grand chose. Et c'est là que Lens a appelé. Et en fait, je suis d'ici, donc au début, le type m'appelle pour dire voilà, il y a un club qui cherche, et je lui dis écoute, moi club j'ai déjà fait, même si c'était du rugby et tout. Il dit ouais, c'est un club de foot. Et heureusement, juste avant de raccrocher, j'ai dit mais tu veux me parler de quel club en fait? C'était quelqu'un avec qui j'avais bossé avant et tout, qui avait son cabinet. Il me dit c'est Lens. J'ai dit attends, c'est pas pareil ça. et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé et j'ai commencé avec 9 défaites d'affilée. Voilà. Faut toujours démarrer bas. Faut toujours démarrer bas. Les débuts noirs. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait souffert pour manger notre pain noir. La première semaine, j'ai cru que j'étais le chat noir, mais non, finalement non. Forcément, une autre petite question rapide comme ça, aussi de manière synthétique. Directeur général dans un club de foot, ça consiste en quoi? Genre, qu'est-ce que vous faites concrètement, de manière un peu globale? Il y a plusieurs types de directeurs généraux, mais nous, en fait, on a un propriétaire président, qui est Joseph Augourlian, qui n'est pas présent, parce qu'il a plein d'investissements un peu partout dans le monde. Et donc, chez nous, en l'occurrence, un directeur général, ça gère un peu tout, quoi. Enfin, le sportif qui est le plus connu, mais oui, la billetterie, le sponsoring. Les recrutements, formation, sponsoring. Exactement. L'organisation, le budget, etc. Ouais, c'est assez large. Ici, voilà. Arnaud, il y a eu un moment marquant la saison dernière, au-delà des résultats, c'est la prolongation de Seko Fofana. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les coulisses? J'ai écouté déjà une interview que vous aviez donnée à une station de radio à ce sujet, mais en savoir encore un petit peu plus comment le Racing Club de Lens s'y est pris pour arriver à garder un joueur qui aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il serait titulaire dans n'importe quel club du monde. Et aujourd'hui, c'est le taulier de cette équipe du Racing Club de Lens. Et pour ça, on a le sentiment que vous avez fait un travail absolument énorme. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus du process? Non, mais je pense que notre club, tous les clubs sont particuliers, ils sont singuliers. Nous, le nôtre, c'est vraiment de jouer sur la dynamique collective. Chacun a sa place et chacun amène son énergie. Et Seko, il a toujours eu ça, en fait. Depuis qu'il est là, il est en mission. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, quand on prolonge Facundo, mais c'est Seko, quoi. Donc oui, il y a la partie joueur que tout le monde voit sur le terrain, mais il y a aussi la partie vestiaire, terrain, compète, bonne humeur. Et c'est vrai que en fait, on a transformé une difficulté en opportunité. Et quand on a senti que qui s'investissaient ici. Alors, je l'ai déjà dit, mais ils choisissaient les maillots pour 24-25, ils choisissaient les tenues de ville pour les joueurs l'année d'après. On s'est dit, il n'est pas, pas parti. Il y a peut-être une petite volonté, là. Et puis après, ça se discute, ça se travaille. Et puis, et franchement, c'était relativement évident en fait au bout d'un moment, mais quand on est en interne, c'est ça qui est compliqué à comprendre peut-être, mais c'est évident que il y a un moment donné, les gars ils switchent, c'est-à-dire oui, ils regardent les opportunités qu'ils ont, il n'y a rien qui leur va forcément, ils disent ils sont bien ici, ils disent j'ai pas, lui il se dit peut-être j'ai encore des choses à faire ici, et voilà, on s'est posé avec lui, son agent, et c'est pas le truc le plus complexe à gérer en fait. Voilà. En termes de médias, on a commencé à parler vraiment du RC Lens ces dernières années quand on s'est rendu compte que Franck Hez était en train de
d'inculquer une dynamique par le jeu assez impressionnante. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à beaucoup en parler dans les médias, mais toujours avec la petite réserve des médias de se dire, bon, ils sont là, mais ils vont craquer tôt ou tard. Sauf que cette année, c'est là où on a le sentiment que ça a changé de dimension. C'est que cette année, il y a encore le fond de jeu, mais le RC Lens est couvert médiatiquement parce qu'on se dit, maintenant, ils vont plus craquer en fait. Maintenant, ils ont l'expérience, ils ont le bagage, ils ont les joueurs, l'entraîneur et tout l'organigramme au sein du club qui fait que le club, il n'y aura plus de craquage. Et maintenant, ça devient un candidat plus que crédible au haut du championnat. Après, il ne faut pas dévaloriser les... Je suis assez proche des gars et je ne veux jamais dévaloriser l'histoire des saisons d'avant. On se construit, on a de coups d'expérience et voilà. Et puis, moi, il y a juste un truc que je dis aux gars assez souvent et en interne. Quand on se retourne comme ça sur les 12 derniers mois, je dis, citez-moi un match facile. Depuis un match qui vous vient comme ça, un match facile dans la tête. Donc, ce truc-là de se dire oui, on est là, cette année c'est la bonne, etc. Ça peut vite se retourner, parce que la perf c'est 5-10% de plus que l'autre. C'est pas le rugby où quand vous jouez à domicile déjà vous avez l'avantage du terrain, des habitudes, des repères, un peu plus. Dans le foot, nous à Lens on l'a un peu, mais dans le foot si vous lâchez un peu. Vous êtes mort. Vite, Vous êtes mort. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question vraiment très, très intéressante. Et il y a bientôt, ça va faire plus d'une douzaine de fois que Bollaert est à guichet fermé. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées pour éventuellement agrandir le stade avec des virages ou ajouter des places dans les tribunes populaires? Ça fait 17 ou 18, voilà, 17, je me dis que c'est quand même une question un peu inédite. Non, mais il y a des pistes, mais on va le faire de manière organique. C'est-à-dire, alors la problématique qu'il y a, c'est qu'on est un peu leader dans les tribunes debout. Je ne sais pas si vous voyez, on a enlevé tous les sièges devant, donc on était 4-5 clubs en France. Le Covid a fait mal, parce que du coup ça demande des réunions de commission interministérielle. Alors il y a le Covid, il y a aussi les changements dans les ministères, donc ça prend un peu de temps, mais là ça a été relancé, donc ça c'est positif. L'idée est à la fois donner des côtés plus sécurisants et plus festifs dans le stade en enlevant les sièges, parce que de toute façon tous les mecs se mettent debout, donc il y a des zones non mais ça sert à rien, c'est même dangereux à la limite avec les sièges, et de profiter du fait d'enlever des sièges pour augmenter chaque fois que c'est possible, parce qu'il faut des unités de passage, des questions de sécurité, etc. Donc chaque fois que ça peut être validé, d'augmenter la capacité à l'intérieur de ces zones. Donc typiquement chez nous, les 3 zones populaires, les plus populaires, tout le stade est populaire, mais c'est les 2 bas de virage et la Marek en face. L'idée c'est d'enlever les sièges progressivement et d'augmenter la capacité dans cette zone. Et je pense que si on arrive à 41, 42 000, ça sera déjà bien. Voilà. Arnaud, j'ai un maillot là qu'on va faire gagner juste après. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la petite histoire de ce maillot-là? De celui-là ou de tous les maillots Sainte-Barbe? De tous les maillots Sainte-Barbe. De tous les maillots Sainte-Barbe. Alors en fait, la Sainte-Barbe, c'est la fédération, Lens United, qui l'a fait renaître ici un peu, dans la ville. C'est la fête des mineurs, début décembre. Et on voulait remettre du sens à l'ADN du club, et donc on a lancé la première opération. On était en Ligue 2, je crois, il y a 3-4 ans. Et d'ailleurs, c'était un match contre Chambly un mardi soir. C'est le match à 33 000 personnes. Jonathan Gradil nous en a parlé juste avant. Exactement. Et Chambly, en plus, c'est un club dont on est proche, qui est pas trop loin et tout. C'était sympa comme tout, mais 33 000 personnes. Et on avait un équipementier qui avait fait un très beau maillot événementiel avec la Lazio-Drome, et qui nous avait dit je sens que chez vous ça peut marcher, etc. Alors on a consulté on co-construit les choses avec les supporters. Donc on les a consultés, les types ont trouvé l'idée super. Et au début, le premier maillot, il était noir et vert, je crois, non? Si ma mémoire... Le premier de la Sainte-Barbe. On l'avait un peu designé avec eux. Et puis petit à petit, tous les ans, on a pris ce pli-là. Alors à chaque fois, on est pris de court sur les stocks. Alors ça devient vraiment le maillot attendu. Et en fait, à chaque fois, il y a une référence au bassin minier ou au club. Donc, il y a une année... Il y avait des petites lampes de mineurs partout, je crois. Exactement. Ouais, pardon. Et puis là, c'est l'ancien blason, en fait. C'est pour rappeler aussi l'histoire. Qui est étonnamment très moderne. Le premier blason du RC Lens. C'est un truc de ouf. Complètement. C'est que vraiment, on pu croire à un blason 2023. C'est 1906, quoi. C'est incroyable. Et là, il y a donc là, c'est les puits des mineurs, si je dis pas de bêtises, la roue des puits des mineurs ici, par exemple. Le Chevalet, voilà, c'est ça, Chevalet. Exactement, il y a les noms dessus. Des fosses concernées. À chaque fois, on le design et on le construit avec eux.
avec le représentant du supporter. C'est sympa, c'est un moment très sympa. Et depuis 2-3 saisons, une chose qu'on a changé aussi ici, c'est qu'on implique les joueurs. Ouais. Donc la couleur là, c'est l'échantillon. Il y avait Franck dedans d'ailleurs, les joueurs et staff. Il y avait Franck, Seco, je crois qu'il y avait KU. Ils aiment bien. Il y avait peut-être Jogradi d'ailleurs dans la bande. Et très belle la couleur. Ouais. Un chef-d'œuvre ça. Oui. Magnifique. Il est vraiment. Quand je crois que c'est Kali Mwendo l'an dernier qui m'avait dit les couleurs étaient inversées. Je crois que c'était noir et or. Et il m'avait dit celui-là c'est le plus beau, etc. Enfin, les joueurs sont fiers de porter ça. C'est des émissions très, très limitées alors ces éditions. Ouais, alors on l'a un peu moins limité cette année, on en a fait un peu plus parce que il y avait beaucoup de marchés noirs, même quand vous faites la chasse, mais ça devient des pièces de collection. Il y avait beaucoup d'insatisfaction et donc on est passé, je crois, à 8000 cette année, mais ça a été vendu en une journée. Enfin, c'était du délire. Puis derrière, on bat Paris avec. Alors la hype sur le maillot monte encore plus parce qu'on bat Paris avec, donc c'est incroyable.